Chapitre 1. La façade parfaite. Jonathan Gordon se tenait dans son bureau surplombant l'horizon de Seattle, en train de revoir les protocoles de sécurité pour un client technologique. 15 ans plus tôt, il avait quitté les renseignements militaires pour construire quelque chose de légitime, quelque chose qui le garderait à la maison avec sa famille. Gordon Security Consulting était devenu l'un des principaux cabinets du Nord-Ouest et il l'avait fait aux côtés de son associé, Russell Christian. Jonathan prit une minute, Russell apparut dans l'encadrement de la porte, son sourire exercé fermement en place. À 42 ans, Russell ressemblait à un mannequin sorti d'un catalogue d'entreprise. Costume sur mesure, cheveux parfaits, charme calculé, quoi de neuf? Ce contrat à Port Angeles. Je pense qu'on devrait sous-enchérir, mettre un pied dans la porte. Russell s'appuya contre le bureau. Ça pourrait être énorme pour l'expansion. Jonathan fronça les sourcils. Sous-enchérir compromet la qualité. Ce n'est pas comme ça qu'on opère. C'est ce qu'on appelle de la stratégie, John. Parfois, il faut voir plus grand. Le sourire de Russell ne vacilla jamais, mais quelque chose de froid scintilla dans ses yeux. Ce n'était pas leur premier désaccord. Au cours des 6 derniers mois, Russell avait poussé pour une expansion agressive, en coupant les coins ronds, en acceptant des clients contre lesquels les instincts de Jonathan l'avaient de mise en garde. L'homme qui avait autrefois partagé la vision de Jonathan de bâtir une réputation sur l'intégrité semblait maintenant obsédé par les marges bénéficiaires et les graphiques de croissance. « Je vais revoir les chiffres », dit Jonathan de manière neutre. Ce soir-là, Jonathan se rendit à l'entraînement de soccer de sa fille, Faith Gordon. 8 ans, avec les yeux sombres de sa mère et la détermination obstinée de son père, marqua 2 fois pendant la mêlée. Sa femme Leslie, infirmière pédiatrique au Swedish Medical Center, arriva juste à temps pour voir le 2e but. « Comment s'est passée la journée au travail ?» demanda Leslie pendant qu'il regardait Faith taper dans la main de ses coéquipières. « Intéressante ?» Russell pousse pour une autre affaire douteuse. L'expression de Leslie se durcit. Elle n'avait jamais vraiment aimé Russell. Ce que Jonathan attribuait à ses instincts aiguisés sur les gens. « Fais confiance à ton instinct, Jonathan. Il nous a gardés en sécurité toutes ces années. » Leur fils Derek, 14 ans et perspicace au-delà de son âge, leva les yeux de son téléphone. « Papa, est-ce que M. Christian vient toujours dîner ce week-end ? À moins que je trouve une bonne excuse. » marmonna Jonathan. « Maman ne l'aime pas, » annonça Faith en montant dans la voiture. « Faith, » avertit gentiment Leslie, mais sans le nier. Cette nuit-là, après que les enfants furent endormis, Jonathan s'assit dans son bureau à la maison pour revoir les finances de l'entreprise. Quelque chose le tracassait, de petites incohérences dans les comptes gérés exclusivement par Russell. Rien de prouvable, juste des schémas qui ne collaient pas. Il avait passé des années dans les renseignements à apprendre à faire confiance à ses instincts. Son téléphone vibra. Alexander Banks, son vieux copain des Marines qui dirigeait maintenant une agence d'investigation privée à Portland. « Café demain. J'ai quelque chose que tu devrais voir. » Jonathan fixa le message. Alex ne le contactait pas à moins que ce ne soit sérieux. Matin, zéro parodien. Endroit habituel, il ferma son ordinateur portable et regarda dehors vers son quartier tranquille. Des maisons avec des lumières aux fenêtres, des familles s'installant pour la nuit. Il avait construit cette vie avec soin, méthodiquement, créant la stabilité qu'il n'avait jamais eue en grandissant en famille d'accueil, donnant à ses enfants l'enfance dont il avait rêvé. Quoi qu'Alex ait trouvé, quoi qu'il arrive, Jonathan Gordon était prêt à la protéger. Chapitre 2. Ombres et révélations. Le café de Pike Place Market était assez bondé pour offrir de l'intimité. Alexander Banks arriva exactement à l'heure. Les Marines ne perdaient pas cette habitude. Les 2 hommes avaient servi ensemble dans les renseignements, se confiant mutuellement leur vie lors d'opérations que la plupart des gens ne sauraient jamais exister. « Tu as l'air inquiet ?» observa Jonathan. « C'est parce que tu devrais l'être. » Alex fit glisser un mince dossier sur la table. Il y a 3 semaines, Mandy Spencer, agent du FBI, une amie de mes jours dans l'armée, m'a demandé d'enquêter sur Russell Christian. Discrètement, le pouls de Jonathan s'accéléra. Pourquoi ? Son nom est apparu dans une enquête, périphériquement au début, des manifestes d'expédition qui ne correspondent pas au poids de cargaison, des baux d'entrepôt sous des sociétés écrans, des réunions avec des acteurs vraiment mauvais. Jonathan ouvrit le dossier. Des photos montraient Russell avec Ricardo Brady, un homme que Jonathan reconnaissait des briefings de renseignement, marchand d'armes avec des liens au cartel sud-américain. Une autre photo, Russell serrant la main de Francisco Pierce, un officiel du Port Authority actuellement sous enquête fédérale pour corruption. Bon sang, il y en a plus ? La voix d'Alex baissa. Il y a 2 semaines,
Un lanceur d'alerte était prévu pour témoigner sur des expéditions d'armes illégales à travers les ports de Seattle. Il est mort dans un accident de voiture la veille au soir, défaillance des freins. Les enquêteurs ont conclu à un accident. Mais Mandy n'est pas convaincue. Tu penses que Russell... Je pense que Russell Christian n'est pas qui tu crois qu'il est. Cette entreprise de sécurité, une couverture parfaite pour déplacer des expéditions. Accéder à des installations sécurisées, manipuler des manifestes, vous avez des accréditations, des contrats gouvernementaux, des façades commerciales légitimes, l'esprit de Jonathan s'emballa, chaque décision suspecte, chaque client douteux, chaque fois que Russell l'avait poussé vers l'expansion, tout se cristallisait en une image horrifiante. Il a utilisé notre entreprise pour faciliter le trafic d'armes illégales. Des Jonathan Platement, c'est la théorie de Mandy. Elle voulait te prévenir avant que les choses n'escaladent. S'ils s'en prennent à Russell, tu pourrais être pris dans l'enquête à moins que tu ne te distancies maintenant. J'ai besoin de preuves concrètes avant de faire quoi que ce soit. Jonathan. Ces gens ne plaisantent pas. Ce lanceur d'alerte est mort. Si Russell soupçonne que tu sais, je comprends les enjeux. La voix de Jonathan portait le poids d'une centaine d'opérations dangereuses, mais je n'abandonnerai pas ce que j'ai construit. Je vais m'en occuper. Alex l'étudia. Je connais ce regard. Tu ne prévois pas de simplement t'en aller? N'est-ce pas? Non, mais je serai prudent. Russell a des ressources, des connexions, le genre qui fait disparaître les problèmes. Cet après-midi-là, Jonathan revint au bureau pour trouver Russell en réunion avec un client potentiel. Du moins, c'est ce que son calendrier indiquait. À travers les murs de verre, Jonathan observa la conversation animée de son associé avec un homme dont le costume coûteux ne pouvait cacher son allure criminelle. Derek appela pendant que Jonathan était assis dans sa voiture devant l'immeuble de bureau. « Papa, quand est-ce que tu rentres? Bientôt? Mon gars, tout va bien? Ouais. Je me demandais juste On mange des tacos? Une pause. Papa! Cette chose que tu dis toujours sur faire confiance à son instinct? Ouais. J'ai vu la voiture de mai. Christian chez nous, aujourd'hui, pendant le déjeuner. Maman n'était pas à la maison. Elle était au travail. Il était juste assis là, garé de l'autre côté de la rue pendant comme 10 minutes. Puis il est parti. La glace se cristallisa dans les veines de Jonathan. Est-ce qu'il t'a vu? Je ne pense pas. J'étais en haut. Est-ce que... quelque chose ne va pas? Non. Mon gars, merci de me l'avoir dit. Je serai à la maison dans 20 minutes. Jonathan raccrocha et appela immédiatement Alex. Russell surveillait ma maison aujourd'hui, pendant que ma famille était à la maison. C'est une menace. C'est de la reconnaissance. Jonathan démarra le moteur. Il est soit suspicieux, soit en train de préparer quelque chose. J'ai besoin de savoir lequel. De quoi as-tu besoin? Accès à tout ce que Mandy a. Et j'ai besoin de surveillance sur Russell. Commençant maintenant, chaque mouvement, chaque appel, chaque réunion, Jonathan. Si tu prévois ce que je pense que tu prévois, je prévois de protéger ma famille et de démanteler n'importe quelle opération que Russell mène. Dans cet ordre, cette nuit-là, Jonathan ne dit pas à Leslie la surveillance de Russell. Il ne voulait pas l'effrayer avant de comprendre l'ampleur complète de la menace. Au lieu de cela, il installa des caméras de sécurité supplémentaires autour de leur propriété, vérifia toutes les serrures 2 fois et déplaça son arme de service du coffre-fort à sa table de nuit. Derek le remarqua. Le garçon était trop observateur pour son propre bien. On est en sécurité. Hein, papa? Demanda Derek depuis l'encadrement de la porte de sa chambre. Jonathan croisa les yeux de son fils. Le regard perspicace de Leslie s'y reflétait. Oui, et on va rester comme ça. Je te le promets. Mais tandis que Jonathan restait éveillé cette nuit-là, écoutant la maison se calmer, regardant les ombres bouger sur le plafond, il savait que les promesses ne signifiaient rien contre des hommes comme Russell Christian. Seule l'action comptait, seul rester 3 pas en avance, et Jonathan Gordon avait passé 15 ans à maîtriser exactement cela. Chapitre 3. L'évasion. 3 nuits plus tard, tout changea. Derek ne pouvait pas dormir. Son essai d'histoire avancée était dû pour demain, et il avait été en train de rechercher des tactiques d'espionnage de la guerre froide quand il entendit des voix dehors. À 2 heures du matin, des voix n'avaient pas leur place dans leur subdivision tranquille. Il se glissa vers sa fenêtre. 2 SUV sombres étaient s'égarés 3 maisons plus loin, moteurs allumés, phares éteints, des hommes en émergèrent, et même de cette distance, Derek pouvait voir qu'ils n'étaient pas de la police. Mauvais équipement, mauvais maintien, mauvais tout. Son père lui avait appris à observer, à faire confiance à ses instincts. Derek avait grandi autour des copains militaires de son père, entendu assez d'histoires pour reconnaître des opérateurs quand il en voyait,
Ces hommes se déplaçaient avec un objectif létal vers sa maison. Derek n'hésita pas. Il courut vers la chambre de ses parents et secoua son père pour le réveiller. « Papa, réveille-toi » murmura-t-il urgemment. « On doit partir. Ne fais pas de bruit. » Jonathan fut alerte instantanément, comme il l'était toujours, mémoire musculaire de années d'entraînement. « Qu'est-ce qu'il y a ? Des hommes armés ? Dehors. Venant ici. » Jonathan ne questionna pas, n'hésita pas. Il faisait confiance au jugement de son fils, parce qu'il avait appris au garçon à être certain avant de sonner l'alarme. « Va chercher ta sœur ?» Silencieusement, pendant que Derek réveillait Faith, Jonathan attrapa son sac d'urgence, toujours prêt, toujours préparé, et son arme. Leslie enfilait déjà des vêtements, sa formation d'infirmière la rendant efficace en crise. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Faith. Confuse et effrayée, « On part en aventure », dit Jonathan calmement, en soulevant sa fille. « Mais on doit être très, très silencieux. Tu peux faire ça ?» Faith hocha la tête contre son épaule. Faisant confiance complètement, ils descendirent les escaliers dans l'obscurité. À travers la fenêtre de la cuisine, Jonathan repéra une silhouette approchant la porte arrière. Ils avaient peut-être 30 secondes. La famille se déplaça à travers le garage, dans le Tao de Jonathan. Il l'avait garé en marche arrière, toujours, pour exactement ce genre de situation. Ils s'attachèrent silencieusement et Jonathan démarra le moteur, sortant immédiatement dans la rue. « Regarde derrière maintenant », dit Derek urgemment, pointant vers la fenêtre de leur maison. Le cœur de Jonathan s'arrêta. Dans la fenêtre à l'étage, la chambre de Derek. Des viseurs laser balayant les murs, des points rouges dansant dans l'obscurité, cherchant, puis des flashs de museau illuminèrent l'intérieur tandis que des suppresseurs toussaient, des balles déchiquetant les meubles où son fils aurait dû dormir. À terre, Jonathan accéléra fort, prenant le virage à vitesse. Derrière eux, les phares des SUV s'allumèrent. Leslie avait sorti son téléphone. « J'appelle le 911. Ils seront partis avant que la police arrive. » C'est professionnel. L'esprit de Jonathan parcourait les possibilités. Russell les a envoyés. « Comment tu sais ? Parce que je l'enquête depuis 3 jours. Il l'a découvert. » La voix de Derek était stable malgré la terreur. « Papa, ils nous suivent. » Jonathan vérifia le miroir. Les 2 SUV gagnèrent du terrain, se séparant pour le flanquer. Il ne pouvait pas les distancer dans un véhicule familial, ne pouvait pas les mener dans une poursuite à travers des rues résidentielles. Mettant en danger les voisins, il avait besoin d'un avantage. Jonathan tourna le volant fort, se faufilant à travers une zone de construction. Des barils oranges se dispersèrent, créant des obstacles pour les véhicules poursuivants. Il éteignit ses phares, prenant un virage serré à droite dans une zone industrielle qu'il connaissait de contrats de sécurité. Tout le monde reste à terre et silencieux. Il navigua de mémoire, entrepôt, quest de chargement, clôtures en grillage. Les phares des SUV balayèrent l'obscurité. Cherchant, Jonathan se gara derrière un quai de chargement, coupant le moteur, fenêtre baissée pour écouter, des pas, des communications radio, visuel perdu, séparation pour chercher. Faith gémit doucement. Leslie la serra fort, main sur la bouche de leur fille, pas pour restreindre mais pour réconforter. Derek observait son père, apprenant, comprenant que ce n'était pas le moment pour les questions. Le téléphone de Jonathan vibra. Alex. Mandy Spencer dit que mandat d'arrestation émis pour Russell ce soir doit avoir été prévenu. Tu es en sécurité ? Jonathan tapa d'une main. Négatif. Sous attaque. Besoin d'extraction. La réponse fut immédiate. Position. Jonathan envoya les coordonnées. Famille avec moi. Poursuite armée. Reçu 15 minutes. Rester en vie. 15 minutes pouvaient aussi bien être une éternité. Des pas approchèrent leur position. À travers le miroir du Tao, Jonathan vit une silhouette tourner le coin, arme levée. Il serra la main de Leslie une fois, un signal qu'ils avaient établi des années plus tôt. Resté prêt, le tireur passa, concentré sur d'autres cachettes. Jonathan attendit jusqu'à ce que l'homme soit à 3 mètres, puis bougea. Il sortit silencieusement, des années d'entraînement le rendant un fantôme. Le tireur ne l'entendit jamais venir. Le bras de Jonathan s'enroula autour de la gorge de l'homme, appliquant une pression sur la carotide. 7 secondes. L'homme s'effondra. Jonathan le traîna derrière une benne, prenant sa radio et son arme, un beau FN5. C'est vain. Équipement coûteux, Russell n'était pas radin avec ses tueurs. La radio crépita, Section B clair. Passage à C. Reçu, une autre voix répondit. Jonathan remonta dans le Tao. Il s'éloigne. On a une fenêtre. Il démarra le moteur et roula lentement. Fares toujours éteint.
Utilisant les ombres des bâtiments, ils émergèrent sur une route d'accès juste au moment où une voiture de police tournait le coin. Œuvre d'Alex. Sans doute, Jonathan clignota ses phares 2 fois, les lumières de la voiture de police s'allumèrent, et soudain ils avaient une escorte. Les SUV ne risqueraient pas d'engager la police directement. Ils se rendirent au bureau de terrain du FBI, où Mandy Spencer attendait, mi-quarantaine, yeux aiguisés, avec le maintien de quelqu'un qui avait vu trop, mais n'avait jamais cessé de se soucier. « Jonathan Gordon, Mandy Spencer. Votre ami Alex m'a prévenu. Venez, mettons votre famille en sécurité. À l'intérieur, pendant que Leslie réconfortait Faith et que Derek donnait un compte-rendu détaillé à un agent, Mandy exposa ce qu'il savait. Russell Christian est à la pièce maîtresse d'une opération majeure de trafic d'armes. On construit un dossier depuis 8 mois. Ce soir, on a bougé pour l'arrêter, mais quelqu'un l'a prévenu, probablement Francisco Pierce. L'officiel du Port Authority, Russell a paniqué et a décidé d'éliminer des témoins potentiels, son propre associé, dit Jonathan froidement. Et mes enfants, vous étiez un risque? Vous aviez accès, connaissance, crédibilité. Si vous témoigniez, vous le détruiriez. Je ne prévois pas de simplement témoigner. La voix de Jonathan portait de l'acier. Je prévois de le détruire de toute façon. Mandy l'étudia attentivement. On a besoin de Russell vivant pour démanteler son réseau. Alors, vous feriez mieux de l'attraper avant moi. Jonathan, il a envoyé des tueurs chez moi, a essayé de tuer ma famille pendant qu'il dormait. J'ai vu des hommes comme Russell avant, protégés par l'argent, les avocats, les connexions. Même si vous l'attrapez, il s'en sortira ou fera un accord. C'est le FBI. On s'en occupera. Jonathan se leva. Non, vous essayerez. Moi, je réussirai. Gardez ma famille en sécurité. Agent Spencer, c'est tout ce dont j'ai besoin de vous. Je ne peux pas vous laisser obstruer. Vous ne pouvez pas m'arrêter non plus. J'ai passé 15 ans dans les renseignements militaires à faire des choses qui feraient ressembler l'opération de Russell à un stand de limonade. Il a rendu ça personnel. Il a impliqué mes enfants. L'expression de Mandy changea. Elle avait lu son dossier, connaissait son passé. Qu'est-ce que vous prévoyez? Quelque chose que Russell ne verra jamais venir. Parce qu'il pense que je suis juste un consultant en sécurité qui a eu de la chance. Il ne sait pas qui je suis vraiment. Jonathan se tourna vers sa famille. Derek croisa ses yeux avec une compréhension au-delà de ses années. Leslie hocha la tête une fois. Elle connaissait son mari, savait de quoi il était capable quand il protégeait ceux qu'il aimait. On reste ici ce soir. Des Jonathan, demain, je pars à la chasse. Chapitre 4. Le chassé devient le chasseur. La maison sûre du FBI était une location banale à Bellevue. Pendant que Leslie essayait de maintenir la normalité pour Faith, dessins animés. Petit déjeuner, 4 sourires. Derek s'assit avec son père dans la salle à manger, regardant Jonathan se transformer en quelqu'un d'autre. « Tu es différent ?» observa Derek. « Je me souviens. » Jonathan vérifia son arme méthodiquement. « De toutes les choses que j'ai essayé de laisser derrière quand tu es né, étais-tu comme eux? Les hommes qui sont venus? Non. J'arrêtais des hommes comme eux. C'était mon travail. » Jonathan croisa les yeux de son fils. « J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. » Derek. Des choses nécessaires pour garder les bonnes personnes en sécurité. Je n'ai jamais voulu que tu vois ce côté de moi. Je suis content de le voir. Ça veut dire que tu vas gagner. La foi simple dans la voix de son fils faillit briser Jonathan. Je vais vous garder en sécurité. C'est ce qui compte. Alexander Banks arriva à midi avec de l'équipement, matériel de surveillance, communication sécurisée, un ordinateur portable qui pouvait craquer des systèmes que Jonathan ne pouvait pas accéder légalement seul. Mandy Spencer fit semblant de ne pas remarquer. Russell est passé à la clandestinité, rapporta Alex. A abandonné sa maison, bureau. Tout, mais il doit refaire surface éventuellement. Il ira pour des actifs, dit Jonathan. Argent. Identité de secours. Lévière. Des hommes comme Russell ont toujours une stratégie de sortie. L'équipe de Mandy surveille les aéroports, les frontières. Il n'utilisera pas des routes conventionnelles. Jonathan afficha une carte. Russell connaît les protocoles standards. Mais il y a une chose dont il a besoin avant de fuir. Preuve que je suis mort. Sinon, je suis un bout en suspens qui le hante pour toujours. Tu penses qu'il viendra pour toi à nouveau? Je compte là-dessus. Mandy entre. Son expression sombre. Ricardo Brady, l'associé de Russell des photos, vient d'apparaître à un entrepôt à Tacoma. On a de la surveillance? Alors, allons-y. Jonathan attrapa sa veste. C'est l'affaire du FBI. Je suis un consultant en sécurité assistant votre enquête. Je connais les schémas de Russell. Sa pensée. Vous avez besoin de moi?
Mandy n'avait pas l'air contente, mais elle n'argumenta pas. Le district des entrepôts était exactement le genre d'endroit qui attirait les opérations illégales, isolées, industrielles, lignes de vue faciles à contrôler. Les véhicules du FBI mirent en place un périmètre pendant que des drones fournissaient une surveillance aérienne. À travers des jumelles, Jonathan observa Brady superviser le chargement de caisses dans un camion de fret, des armes, probablement, ou de l'argent blanchi. De toute façon, assez précieux pour attirer les gens de Russell. « On pourrait prendre Brady maintenant ?» suggéra un agent. « Attendez, » dit Jonathan. « Il attend quelqu'un. » 20 minutes plus tard, une Mercedes noire s'arrêta. Russell Christian en émergea, l'air hagard mais toujours arrogant. Il portait une casquette de baseball et une veste, déguisement basique, mais efficace de loin. « Le voilà, » dit Mandy. « On bouge maintenant ?» « Non. » Russell a toujours du renfort. « Regardez le toit. » À travers sa lunette, Mandy Judah, 2 snipers couvraient l'entrée de l'entrepôt. Russell ne prenait pas de risque. Si on force, ces snipers ouvrent le feu. Pourrait y avoir des victimes civiles. La mâchoire de Mandy se serra. On a besoin de neutraliser ces tireurs d'abord. Je peux le faire, dit Jonathan. Absolument pas. Mandy, je l'ai fait avant. Opération anti-sniper. Environnement hostile. Je peux neutraliser les 2 menaces avant qu'ils ne sachent que je suis là. Ce n'est pas l'armée. Non, c'est la vie de ma famille. Votre choix, attendre le SWAT et risquer que Russell s'échappe. Ou me laisser faire ce pour quoi je suis entraîné. Alex parle. Il a raison. L'ensemble de compétences de Jonathan est parfait pour ça. Mandy lutta entre protocole et praticité. Finalement, elle tendit à Jonathan une radio tactique. « Vous avez 10 minutes. Manquez cette fenêtre. » On force de toute façon. Jonathan se déplaça à travers le complexe industriel comme un fantôme, utilisant des conteneurs d'expédition et des murs d'entrepôt pour couverture. Des années d'entraînement surpassaient la vie civile qu'il avait construite. C'était de la mémoire musculaire, instinct affûté à travers une douzaine de pays contre des ennemis qui ne l'avaient jamais vu venir. Le premier sniper était négligent, visible contre l'horizon. Concentré sur les positions du FBI en bas, Jonathan utilisa un tuyau d'évacuation pour atteindre l'accès au toit, se déplaçant avec la patience apprise dans le travail de renseignement. Quand il frappa, le sniper ne fit aucun bruit. S'effondra juste inconscient, Jonathan l'attacha avec des liens zip et prit son fusil. Le deuxième sniper était mieux entraîné, scannant constamment. Jonathan ne pouvait pas s'approcher sans exposition. Alors, il n'essaya pas de s'approcher, il activa la radio. Sniper 2 a une lunette thermique. Mandy, j'ai besoin d'une distraction. Approche sud. Signature chaude. Reçu. 30 secondes plus tard, 3 agents se déplacèrent dans la ligne de vue du sniper, délibérément exposé, attirant l'attention. Le sniper pivota son fusil pour les suivre. Jonathan bougea. Au moment où le sniper réalisa le but de la distraction, Jonathan avait son bras autour de la gorge de l'homme. Une autre menace inconsciente neutralisée. Snipers neutralisés. Radio Jonathan, vous êtes libre ? Le FBI força avec une force écrasante. Russell les vit venir et courut. Brady fournissant un feu de couverture. Des agents inondèrent l'entrepôt. Équipe tactique se déplaçant avec précision. Jonathan observa depuis le toit tandis que Russell atteignait une sortie arrière où Alex attendait avec 2 marshals fédéraux. L'expression de Russell quand il vit le piège valait presque tout ce qu'il avait fait. Mais quand ils sortirent, Russell menottait. L'homme souriait, regardant directement vers le bâtiment où Jonathan se tenait. « C'est pas bon », marmonna Jonathan. Russell les laissa le mettre dans le véhicule fédéral sans résistance. Trop facile, trop coopératif. Le téléphone de Jonathan vibra. Numéro inconnu. Il répondit « Bonjour, Jonathan ». La voix de Russell, lisse comme toujours. « Oui, je suis en garde à vue. Non, ça n'importe pas. Parce que là, maintenant, un de mes gens surveille ta famille dans cette maison sûre du FBI. Chambre 4B, n'est-ce pas? Ta fille aime les dessins animés. Tom et Jerry, spécifiquement. » Le sang de Jonathan se glaça. « Tu as un choix ?» continua Russell. « Tu peux témoigner contre moi, aider le FBI, faire la bonne chose, ou tu peux reculer. Leur dire que tu as fait une erreur, que tu n'as pas de preuves. Si tu coopères, ta famille vit. Si tu ne le fais pas, la ligne se coupa. » Jonathan courait avant que la pensée consciente ne rattrape. Sautant du toit sur un conteneur d'expédition, atterrissant au sol en sprintant, Alex le vit et sut instantanément que quelque chose était catastrophiquement mal. La maison sûre, à l'état Jonathan. « Il sait où ils sont ?» Ils roulèrent, comme si la folie les poursuivait. «
Parce que c'était le cas, Jonathan appela Mandy, avertit le détail de protection, mais chaque seconde semblait une éternité. Quand ils freinèrent dans le parking de la maison sûre, tout semblait normal. Trop normal? Jonathan prit les escaliers 3 par 3, Alex juste derrière lui. Les agents de protection étaient à leur poste, l'air confus par sa panique. « Statut » aboya Jonathan. « Tout clair. Monsieur ?» Pas de mouvement. Jonathan enfonça la porte de l'appartement. « Leslie. » Derek et Faith levèrent les yeux de leur déjeuner, surpris mais indemnes. « Papa » dit Derek. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Jonathan vérifia chaque pièce, chaque fenêtre. Rien, pas de menace. Son téléphone vibra à nouveau. « Russell, juste un test, Jonathan. Prouvant que je peux les atteindre n'importe quand. La vraie question est, qu'es-tu prêt à sacrifier ?» Jonathan fixa sa famille, puis le téléphone. Russell pensait qu'il avait gagné, pensait que la peur ferait reculer Jonathan. Compromettre. Interdite, Russell avait tort. « Alex, » dit Jonathan calmement, « j'ai besoin de tout. Les dossiers financiers de Russell, ses maisons sûres, ses contacts, tout ce que le FBI a et tout ce qu'ils n'ont pas. Jonathan, à quoi penses-tu ? Je pense que Russell vient de faire une erreur fatale. Il m'a montré qu'il est assez désespéré pour menacer ma famille à nouveau. Ce qui signifie qu'il est vulnérable. Tu ne peux pas l'attaquer seul. Je ne vais pas... » L'expression de Jonathan se durcit en quelque chose de dangereux. Je vais démanteler toute son organisation, tous ceux qui l'ont aidé, tous ceux qui l'ont permis, et ensuite je vais m'assurer que Russell Christian passe le reste de sa vie dans une cellule en sachant que j'ai détruit tout ce qu'il a construit. Leslie toucha son bras. « Fais attention à qui tu deviens dans le processus. Je le ferai, mais Russell a choisi cette guerre. Maintenant, il apprendra ce qui arrive quand on menace un Gordon. » Les 48 heures suivantes transformèrent Jonathan Gordon de victime en stratège. Les contacts d'Alex fournirent des informations que le FBI ne pouvait pas accéder, pas légalement. Bavadages du dark web, traces de comptes offshore, surveillance d'opérateurs privés qui ne posaient pas de questions, mais la vraie percée vint d'une source inattendue. Christy Christian, la femme de Russell, apparue au bureau du FBI le 3e jour, 38 ans, impeccablement vêtue. Elle ressemblait à une femme qui avait enfin pris une décision dévastatrice. « J'ai besoin de protection », dit-elle à Mandy, « et je suis prête à témoigner contre mon mari. » Dans la salle d'interrogatoire, avec Jonathan regardant à travers une vitre sans teint, Christy exposa la vérité. « Je ne savais pas au début. Russell était charmant, réussi, tout ce que je voulais chez un partenaire. On s'est mariés il y a 5 ans. Elle tordit son alliance. Il y a environ 2 ans, il a changé. Plus secret, en colère. Paranoïaque, il disparaissait pour des jours avec des explications vagues. De l'argent apparaissait dans des comptes que je ne pouvais pas tracer. « Quand avez-vous réalisé ce qu'il faisait ?» demanda Mandy. « Il y a 6 mois, j'ai entendu un appel téléphonique. Ricardo Brady le menaçait. Quelque chose sur une expédition interceptée. Russell a promis que ça n'arriverait plus. J'ai commencé à enquêter. » Elle fit glisser une clé USB sur la table. « Dossier financier. Sociétés écran. Nom de tout le monde dans son réseau. J'ai copié tout. » Jonathan entra dans la pièce. Christy tressaillit, mais soutint son regard. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. « Pourquoi pas il y a 6 mois ? Parce qu'il y a 6 mois, j'étais encore dans le déni. Je me disais que je comprenais mal, que Russell avait des explications. Puis il y a 3 nuits, je l'ai entendu ordonner de tuer votre famille. » Sa voix se brisa. Il était au téléphone dans son bureau. Il a dit « Les Gordon en savent trop. Nettoyez ça, tous, y compris les enfants. » J'ai réalisé que j'étais marié à un monstre. Vous auriez pu nous prévenir. J'ai appelé le 911 anonymement. Donnez votre adresse. Dit qu'il y avait une menace active. C'était tout ce que je pouvais faire sans que Russell sache. Jonathan vérifia avec Mandy, qui hocha la tête. On a reçu un appel anonyme cette nuit-là. Ça nous a aidé à prioriser la réponse. Je ne peux pas défaire ce que Russell a fait. Continua Christy. Mais je peux aider à le détruire. Tout sur cette clé, c'est assez pour démanteler toute son opération. Au cours des 2 jours suivants, Jonathan et Alex travaillèrent avec des analystes du FBI, recoupant les données de Christy avec leurs propres renseignements. L'image qui émergea était stupéfiante. Le réseau de Russell s'étendait sur 4 États, impliquant des officiels de port, des agents des douanes et des opérateurs d'entrepôts. Il avait trafiqué des armes de grade militaire vers des acheteurs en Amérique du Sud, Afrique et Europe de l'Est. Les profits, près de 40 millions de dollars sur 3 ans, passaient à travers des entreprises légitimes, y compris Gordon Security Consulting.
Il a utilisé les accréditations de notre entreprise pour accéder à des installations sécurisées, dit Jonathan. Revoyant des manifestes d'expédition, chaque contrat de sécurité qu'on a gagné lui donnait une autre avenue pour déplacer de la cargaison illégale. Francisco Pierce, l'officiel corrompu du port, était l'anablé principal de Russell. Pour une part des profits, Pierce altérait des manifestes, redirigeait des inspections et éliminait des traces papier. Le lanceur d'alerte qui était mort n'avait pas été le premier. 2 autres témoins potentiels avaient souffert d'accidents au cours des 18 derniers mois. On peut poursuivre Russell pour trafic. Conspiration et meurtre. Dit Mandy, c'est la prison à vie sans libération conditionnelle. Pas assez, dit Jonathan. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est complet. Russell va engager des avocats, prétendre qu'il a été contraint, rejeter la faute sur des subordonnés. Des hommes comme lui trouvent toujours des angles. Jonathan étudia le tableau des preuves. On a besoin de quelque chose de si dévastateur qu'il ne puisse pas s'échapper. À quoi pensez-vous? Jonathan pointa un nom sur le tableau, Saul Rios, l'avocat de Russell. Aussi sur sa paye, facilitant le blanchiment d'argent à travers des structures légales. Si on retourne Rios, on obtient un témoignage que Russell a directement ordonné des activités criminelles. Pas de déni. Rios ne se retournera pas. Privilège avocat-client. Et il est trop investi. Tout le monde a des points de pression. Jonathan afficha le passé de Rios. Il a une fille à Stanford, ambition en médecine. Cher, si Rios tombe, elle perd tout. Alex fronça les sourcils. C'est du levier, mais c'est aussi menacer une personne innocente. Je ne la menace pas. Je donne un choix à Rios, coopérer et protéger l'avenir de sa fille. Ou aller en prison et regarder ses rêves s'effondrer. Mandy avait l'air mal à l'aise. On ne peut pas sanctionner officiellement, alors officieusement, laissez-moi avoir une conversation avec Rios. Jonathan, Mandy, Russell a ordonné le meurtre de mes enfants. J'essaye de faire ça de la bonne façon, mais j'obtiendrai justice. Aidez-moi à le faire légalement, ou je trouverai une autre méthode. La menace implicite plana dans l'air. Finalement, Mandy hocha la tête. Rios tient une réunion à son bureau demain. On peut arranger pour que vous le rencontriez accidentellement. Ce soir-là, Jonathan revint à la maison sûre. Derek faisait ses devoirs. Faites dessiner, Leslie lisait des dossiers de cas. Elle avait insisté pour aider à revoir des dossiers médicaux liés aux morts accidentelles. Ce n'étaient pas des accidents, dit Leslie calmement. Le lanceur d'alerte avait une contamination du liquide de frein. La deuxième victime est tombée de son balcon d'appartement, jugé suicide. Mais il avait des blessures défensives. Le troisième s'est noyé dans sa piscine, même s'il était un nageur compétitif. Russell a couvert ses traces. Pas assez bien. J'ai documenté tout. Ça tiendra au tribunal? Jonathan embrassa son front. Merci. Ne me remercie pas. Juste termine ça pour qu'on puisse rentrer à la maison. Derek leva les yeux de ses devoirs de calcul. Papa, quand tu parles à l'avocat de Russell demain, qu'est-ce que tu vas dire? La vérité, qu'il a une chance de se sauver lui et sa fille. Il la prendra s'il est intelligent, et s'il ne l'est pas. Jonathan croisa le regard perspicace de son fils. Alors je m'assurerai qu'il regrette de ne pas l'avoir été. Le lendemain, Saul Rios quitta son bureau du centre-ville à exactement 18 heures. Jonathan attendait près de la Mercedes de Rios. M. Rios. Je suis Jonathan Gordon. On doit parler. Rios Polite. Je ne parle pas avec vous sans la permission de Russell. Russell est en garde fédérale, face à la prison à vie. Vous êtes le prochain sur la liste d'inculpation. Conspiration. Blanchiment d'argent. Complice de meurtre. Le FBI a vos dossiers financiers, vos communications, tout. Je suis un avocat, je fournissais des services légaux, vous blanchissiez de l'argent sale. Vous saviez que Russell trafiquait des armes. Vous avez aidé à cacher des actifs utilisés pour financer des meurtres. Jonathan s'approcha, mais voilà la chose. Vous avez une fille? In Stanford, pré-médecine, avenir brillant devant elle. L'expression de Rios passa à une fureur protectrice. Laissez Maria en dehors de ça. J'essaie. Si vous allez en prison, qu'arrive-t-il à ses frais de scolarité? Ses rêves? Tout ce que vous avez construit pour elle, c'est du chantage? Non, c'est la réalité. Vous avez une option? Coopérer avec le FBI? Témoignage complet contre Russell. En échange, immunité pour vos crimes et protection des témoins. Russell me fera tuer. Russell va disparaître pour toujours. Son réseau s'effondre. Ricardo Brady coupe déjà un deal. Francisco Pierce est en garde. Vous êtes la dernière pièce. Jonathan tendit une carte. Le numéro de l'agent Spencer. Appelez-la dans l'heure qui suit. Après ça, le deal expire. Et vous êtes seul.
Jonathan s'éloigna, laissant Rios tremblant près de sa voiture. 43 minutes plus tard, Saul Rios entra dans le bureau du FBI et accepta de témoigner. Avec le témoignage de Rios, le dossier contre Russell devint inattaquable, ordre direct. Instructions spécifiques, meurtre documenté, tout l'empire criminel de Russell mis à nu par l'avocat qui avait aidé à le construire, mais Jonathan savait quelque chose que le FBI ne savait pas. Russell avait encore une carte à jouer, et il la jouerait bientôt. Russell Christian était assis en détention fédérale, mais Jonathan connaissait trop bien l'homme pour croire qu'il était impuissant. Le sourire quand il l'avait arrêté, la confiance dans ses menaces. Russell avait un plan de contingence. « Il a quelqu'un à l'intérieur ?» dit Jonathan à Alex et Mandy. « Police, FBI, palais de justice. » Quelque part dans le système, Russell a du levier. On a vérifié tout le monde? Vérifié à nouveau? Russell ne fait pas de mouvement sans assurance. La réponse vint d'une direction inattendue, Derek. Revoyant des images de sécurité fournies par Alex, le garçon avait hérité de l'esprit analytique de son père, remarqua quelque chose d'étrange. « Papa, regarde ça !» Derek afficha des images de dehors, le bureau du FBI. Cette voiture apparaît 3 fois dans la semaine passée, différents moments, différents jours, toujours la même Civic argentée. Jonathan étudia les images, vérifie les plaques. La voiture appartenait à l'agent Jeffrey Wills, un enquêteur junior du FBI dans l'équipe de Mandy. Wills avait été présent à chaque briefing, avait accès à tous les dossiers, connaissait les emplacements des maisons sûres. « Fils de pute », souffla Mandy. Jeffrey est avec le bureau depuis 8 ans. Dossier propre. Bonnes évaluations. Russell l'a eu d'une façon ou d'une autre. Jonathan afficha le passé de Wills. Fille avec leucémie. Facture médicale. Russell a probablement offert de l'argent, assez pour sauver son enfant. Qu'est-ce qu'on fait? On l'utilise. L'esprit de Jonathan travaillait déjà les angles. Wills pense qu'il est la bouée de sauvetage de Russell. On lui fait croire qu'on déplace Russell demain. Transport au tribunal fédéral pour lecture des charges. Donner à Wills l'itinéraire. Horaire? Tout. Vous voulez appâter une embuscade? Je veux que l'équipe de sauvetage de Russell marche dans notre piège. Une fois qu'ils sont en garde, Russell n'a rien, pas de renfort. Pas d'aide, pas de carte à jouer. Mandy fut silencieuse un long moment. Si ça tourne mal, des gens meurent. Si on ne le fait pas, ma famille reste en danger. Russell continuera d'essayer jusqu'à ce qu'il soit libre ou qu'on soit mort. Ils passèrent cette nuit à planifier. Le transport fictif utiliserait un véhicule l'heure pendant que le vrai transfert se passait 1 heure plus tôt par un itinéraire différent. Jonathan et Alex seraient avec l'équipe l'heure, prêts pour les gens de Russell. « Tu n'as pas à faire ça ?» dit Mandy à Jonathan. « Mes agents peuvent s'en occuper. C'est personnel ?» Russell l'a rendu personnel quand il a ciblé ma famille. « J'ai besoin de voir ça jusqu'au bout. » Le lendemain matin, ils donnèrent l'information fausse à Wills. Jonathan observa le visage de l'agent pendant que Mandy expliquait le plan de transport. Les micro-expressions de Wills révélaient tout. La légère dilatation des pupilles, la déglutition supplémentaire, la façon dont sa main toucha son téléphone. « Il a mordu », murmura Alex. Maintenant, ils attendaient. Le transport l'heure partit à 10 heures. Véhicule blindé, détail de sécurité complet, armes prêtes. Jonathan roulait dans la voiture suiveuse avec Alex et 4 agents du FBI. L'itinéraire les menait à travers des zones industrielles, avec trafic limité, terrain parfait pour embuscade. « Yeux en l'air », dit Jonathan. « Ils nous frapperont dans les prochains 4 km. » Ça vint au passage à niveau, un semi-remorque calé en travers des rails, bloquant le convoi. Avant qu'ils ne puissent reculer, 2 vannes s'arrêtèrent derrière eux, les coinçant. 8 hommes émergèrent avec précision militaire, gilets spare-balles, armes automatiques, équipe de feu coordonnée, opérateurs professionnels. Pas des voyous de rue. FBI, lâchez vos armes. La voix de Mandy tonna à travers des haut-parleurs. Les tireurs ouvrirent le feu à la place. Mais Jonathan et son équipe étaient prêts. Les ports d'armes cachés du véhicule blindé s'ouvrirent. Retournant le feu avec une force écrasante, le semi-remorque calé révéla des tireurs d'élite du FBI qui avaient été cachés à l'intérieur. Les vannes se trouvèrent entourées par des équipes tactiques positionnées 1 heure plus tôt. La fusillade dura 90 secondes. Quand elle se termina, 6 attaquants étaient en garde, 2 morts. Aucun échappé. Le tireur principal était Ricardo Brady lui-même. La main droite de Russell, menant personnellement la tentative de sauvetage, la vue du SWAT du FBI au lieu d'une cible facile brisa quelque chose dans la confiance de Brady. « Tu vas partir pour toujours ?» dit Mandy dans l'arrière d'un véhicule fédéral. « À moins que tu coopères, Russell te fera tuer. »
Russell est fini, son avocat s'est retourné, son réseau est démantelé, sa tentative de sauvetage a échoué, il n'a rien sauf une sentence à vie. Elle se pencha plus près. « Mais toi, tu pourrais encore couper un deal, témoigner contre tout le monde ?» Russell. « Pierce. Tous, on te relocalisera. Nouvelle identité, tout. » Brady pensa à la prison, à mourir dans une cellule ou dans une cour de prison parce que Russell l'avait ordonné. Finalement, il hocha la tête. « Je témoignerai. » Avec la coopération de Brady, la dernière pièce tomba en place. Témoignage direct de l'exécuteur de Russell sur des meurtres. Sur des ordres donnés, sur les secrets les plus sombres de l'opération de trafic d'armes, Jonathan se tenait dehors, le centre de détention, où Russell attendait sa lecture des charges formelles. À travers la fenêtre, il pouvait voir son ancien associé faire les 100 pas, la confiance enfin craquelée alors que la nouvelle de la capture de Brady l'atteignait. Les privilèges téléphoniques de Russell avaient été suspendus, ses avocats se distançaient et les procureurs fédéraux préparaient une inculpation si complète qu'aucun juge n'offrirait de caution. « C'est fini », dit Alex, rejoignant Jonathan. « Russell est fait. » « Pas encore. » La voix de Jonathan était froide. « Il n'a pas façingé ce qu'il a fait, n'a pas payé pour terroriser ma famille. Le système s'en occupera. Vie sans libération conditionnelle. J'ai besoin qu'il comprenne de savoir exactement à quel point il a perdu complètement. » Ce soir-là, à travers des canaux légaux et l'approbation réticente de Mandy, Jonathan obtint 15 minutes pour parler avec Russell Christian, ostensiblement pour fournir un témoignage d'impact de victime pour les procédures préliminaires. Ils se firent face de l'autre côté d'une table en métal dans le centre de détention fédéral. Russell avait l'air hagard. « Le vernis poli enfin enlevé ? Tu as gagné !» dit Russell amèrement. « Félicitations, j'ai survécu. Il y a une différence ?» Jonathan se pencha en avant. « Tu as envoyé des tueurs pour assassiner mes enfants. » Russell. « Ma fille de 8 ans, mon fils de 14 ans, pendant qu'ils dormaient, décision d'affaires. Tu étais une menace ? Non ? C'était de la lâcheté. Tu ne pouvais pas faire face aux conséquences, alors tu as ciblé l'innocence. » La voix de Jonathan était de glace. « Mais voilà ce que tu dois comprendre. J'aurais pu te tuer. Plusieurs fois, de plusieurs façons, mais je ne l'ai pas fait. Félicitations pour ta retenue. Je ne t'ai pas tué parce que je voulais que tu vives avec ça. Chaque jour en prison, tu te souviendras à quel point tu as perdu complètement, comment ton empire s'est effondré, comment tout le monde, en qui tu faisais confiance, s'est retourné contre toi, comment un consultant en sécurité que tu pensais faible a détruit tout ce que tu as construit. » La mâchoire de Russell se serra. « Tes avocats t'ont abandonné, ta femme a témoigné contre toi, ton exécuteur s'est retourné, ton réseau financier est gelé, tes contacts fuient effrayés. » Jonathan se leva. « Et moi, je rentre chez ma famille, on reconstruira, on avancera, on vivra nos vies. Pendant que tu pourriras dans une cellule en sachant que tu as abandonné tout et gagné rien, j'appellerai, je trouverai des angles. Non, tu ne le feras pas, parce que je m'en suis assuré. Chaque bribe de preuve est inattaquable, chaque témoin est protégé, chaque avenue que tu pourrais exploiter, je l'ai fermée. » Jonathan se dirigea vers la porte, puis posa « Au revoir, Russell. J'espère que la prison te donne plein de temps pour penser à tes choix. Jonathan, ne fais pas, on n'est pas associés, on n'est pas amis, on n'est rien. Tu es juste un autre criminel qui a sous-estimé la mauvaise personne. » La porte se ferma avec une finalité absolue. Chapitre 7. Brûler les ponts. Le dossier contre Russell Christian devint une nouvelle fédérale. Un consultant en sécurité décoré qui avait aidé à capturer un grand réseau de trafic d'armes faisait des titres accrocheurs. Jonathan évita les interviews, mais l'histoire se répandit quand même. 10 jours après l'arrestation de Russell, Francisco Pierce coupa son propre deal, offrant un témoignage en échange de charges réduites. Avec la coopération de Pierce, l'enquête s'étendit à d'autres officiels corrompus, 3 employés supplémentaires du Port Authority, 2 agents des douanes et un juge de comté qui avait rejeté des cas gênants. L'ampleur du réseau était stupéfiante. Russell avait passé 5 ans à construire une infrastructure de corruption, soudoyant des officiels, cultivant du levier. Son opération avait déplacé environ 120 millions de dollars en armes illégales. Il a presque réussi, admit Mandy pendant une session de stratégie. Si tu n'avais pas commencé à enquêter quand tu l'as fait, Russell aurait pu opérer pendant des années. Il est devenu avide, dit Jonathan. A étendu trop vite. Fait confiance aux mauvaises personnes. Erreur criminelle classique. Croire sa propre légende. Mais pendant que le dossier légal progressait, Jonathan faisait face à un défi différent. Gordon Security Consulting avait été irrémédiablement entaché. Des clients annulaient des contrats.
des banques gelées des comptes en attendant l'enquête. Tout ce que Jonathan avait construit s'effondrait. « On est ruiné », dit-il à Leslie un soir. « L'entreprise, notre réputation, Russell a tout détruit. »« Non ! Il t'a donné une chance de recommencer ?» Leslie prit sa main. « Tu n'as jamais aimé ce business de toute façon. Tu l'as construit parce que c'était sûr, prévisible. Mais tu n'es pas une personne sûre, prévisible, Jonathan. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Quelque chose qui compte ? Quelque chose qui te passionne vraiment ? Derek, qui écoutait, parla. Tu as arrêté Russell ? Tu nous as protégés. D'autres gens ont besoin de ce genre d'aide. » L'idée se cristallisa au cours des semaines suivantes. Pendant que les procureurs construisaient leur dossier, Jonathan commença à planifier, pas une firme de consulting en sécurité. Quelque chose de différent ? Quelque chose focalisé sur aider les gens piégés dans des situations comme sa famille avait face à un G. Il l'appela Guardian Solutions. Une firme privée d'investigation et de protection spécialisée dans des cas impliquant crime organisé, corruption et menaces complexes. Service pour des gens que le système ne pouvait pas aider assez vite. Alexander Banks signa immédiatement « Il était temps que tu arrêtes de prétendre être un drone corporatif ». Mandy Spencer, impressionnée par la gestion de Jonathan du cas Russell, devint une conseillère officieuse. « Je ne peux pas m'associer formellement, mais je peux diriger des cas vers toi, situation où des victimes ont besoin d'aide que le FBI ne peut pas fournir assez vite. » Le premier client de la firme vint d'une source inattendue, Christy Christian. « Je sais que tu as tous les droits de me haïr, hein, dit-elle, rencontrant Jonathan dans un café, mais j'ai besoin d'aide. Les associés de Russell me ciblent, menaces de mort, vandalisme, harcèlement. Ils me blâment pour son arrestation. Va au FBI, je l'ai fait. Ils ont fourni une certaine protection, mais ce n'est pas assez. Ces gens savent comment éviter la surveillance. » Elle croisa ses yeux. « Tu comprends comment les gens de Russell opèrent ? Tu sais comment les arrêter ? » Jonathan étudia l'ex-femme de Russell. Elle avait tout perdu aussi. Maison, mariage, réputation. Le programme de protection des témoins du FBI la relocaliserait éventuellement, mais jusqu'alors, elle était vulnérable. « Je vais aider. » « Mais comprends ça ? Je ne le fais pas pour toi. Je le fais parce que laisser les gens de Russell terroriser des témoins sape tout ce qu'on a accompli. Je comprends ? Merci. » Au cours des 2 semaines suivantes, Jonathan et Alex identifièrent 3 individus ciblant Christie. Un était un exécuteur de bas niveau espérant gagner des points avec les associés emprisonnés de Russell. Un autre était le frère de Ricardo Brady, cherchant vengeance pour la trahison de Ricardo. Le 3e était un ancien client de Russell qui avait perdu de l'argent quand l'opération s'est effondrée. Jonathan les géra méthodiquement. L'exécuteur reçut une visite des copains Marines, les plus intimidants d'Alex, expliquant en détail vif ce qui arriverait si le harcèlement continuait. Le frère de Brady fut tracé à un motel où Jonathan livra des preuves des activités criminelles de l'homme à la police locale. Levier pour coopération ? L'ancien client reçut de la documentation prouvant que Russell lui volait aussi, redirigeant la colère vers la cible appropriée. En 3 semaines, la menace s'arrêta. Christie était en sécurité. « Tu es bon à ça ?» dit-elle quand Jonathan confirma que la situation était résolue. Mieux que le consulting en sécurité, ça compte plus. Guardian Solutions commença à attirer d'autres clients. Un lanceur d'alerte faisant face à des représailles corporatives, une famille terrorisée par le crime organisé. Un journaliste enquêtant sur la corruption qui avait besoin de protection. Chaque cas, Jonathan l'approcha avec la même intensité qu'il avait appliquée à Russell. Investigation méthodique, planification stratégique, exécution écrasante. Il ne résolvait pas juste des problèmes. Il envoyait un message. Les gens qui préant sur les vulnérables avaient un nouvel adversaire. Pendant ce temps, la date du procès de Russell approchait. Les procureurs fédéraux avaient construit un dossier écrasant, témoignages de Christie, Saul Rios, Ricardo Brady et Francisco Pierce, preuves physiques de manifeste d'expédition, dossier financier, communication interceptée. Même la tentative d'évasion de prison fournissait des charges supplémentaires. L'équipe de défense de Russell essaya tout, supprimer des preuves, contester des témoins, prétendre à la contrainte. Chaque motion fut refusée, chaque contestation réfutée. 2 semaines avant le procès, l'avocat principal de Russell demanda une réunion avec les procureurs. « Mon client veut plaider coupable », dit l'avocat. En échange, il coopérera pleinement avec toute enquête restante. « Pourquoi ?» demanda Mandy. « Sa position ne peut pas empirer. Il veut éviter le procès, éviter d'avoir ses crimes détaillés publiquement. Trop tard pour la dignité, dit Jonathan. Il avait été inclus dans la réunion comme représentant de victimes. Russell ne se cache pas. M. Gordon,
Je comprends votre colère. Vous ne comprenez rien. Russell a ordonné l'assassinat d'enfants. Il a trafiqué des armes qui ont tué des gens autour du monde. Il a corrompu des officiels et détruit des vies. Il fait face à tout publiquement, ou je m'assurerai que chaque média sache ses crimes en détails explicites. L'avocat pâlit. Ce n'est pas votre décision. En fait, intervint Mandy. Gordon a raison. Russell a renoncé à son droit à la vie privée quand il est devenu un criminel. On va au procès. La réponse de Russell vint à travers son avocat le lendemain, une note manuscrite livrée à Jonathan via le bureau du procureur fédéral. Tu as gagné, Jonathan, je l'admets, mais ne prétends pas que tu es meilleur que moi. Tu as enfreint des lois aussi, menacé des gens, utilisé la violence. La seule différence entre nous est que j'ai eu l'honnêteté d'admettre ce que j'étais. Jonathan lut la note et sourit froidement. Russell ne comprenait toujours pas. La différence n'était pas l'honnêteté, c'était le but. Tout ce que Jonathan avait fait, l'intimidation, le levier, la force calculée, avait été pour protéger des innocents et arrêter un prédateur. Russell l'avait fait pour le profit et l'ego. Jonathan jeta la note et se concentra sur préparer son déclaration d'impact de victime pour le procès. Il s'assurerait que Russell entende exactement ce que ses choix avaient coûté. Chapitre 8. Jour du jugement. Le procès commença un matin froid de novembre. Palais de justice fédérale. Galerie pleine. Caméras attendant dehors. États-Unis contre Russell Christian était devenu le cas criminel le plus médiatisé à Seattle depuis des années. Jonathan s'assit avec sa famille dans la section des victimes. Derek portait un costume. Semblant plus adulte que ses 14 ans, Faith resta à la maison avec la sœur de Leslie. Trop jeune pour les procédures, la main de Leslie ne quitta jamais celle de Jonathan. Une encre stable à travers la tempête. Russell entra en combinaison orange, main menottée, le polycorporatif complètement enlevé. Il avait l'air plus vieux, diminué. Ses yeux trouvèrent ceux de Jonathan à travers la salle d'audience, et pendant un moment, ils se fixèrent simplement, anciens associés, anciens amis, autrefois, maintenant juste adversaires et destructeurs. La déclaration d'ouverture de la poursuite exposa l'ampleur des crimes de Russell avec une efficacité brutale, 3 ans de trafic d'armes, 40 millions de dollars en profits illégaux, 2 meurtres confirmés, 3 autres suspectés, tentative de meurtre de la famille Gordon, corruption s'étendant sur plusieurs agences. Russell Christian a construit un empire de violence, dit le procureur. Et quand cet empire a été menacé, il a essayé de tuer une famille, y compris 2 enfants. Pour protéger ses secrets, la défense de Russell essaya de le peindre comme un homme d'affaires qui s'était embarqué au-dessus de sa tête, manipulé par Brady et Pierce. Le jury n'achetait pas. Au cours de 3 semaines, des témoins témoignèrent. Christy Christian décrivit découvrir les crimes de Russell, sa voix se brisant en expliquant l'entendre ordonner la mort de la famille Dodge Gordon. Saul Rios exposa les structures financières conçues spécifiquement pour blanchir de l'argent sale. Ricardo Brady détailla des meurtres ordonnés par Russell, expédition d'armes supervisée personnellement par Russell. Francisco Pierce, l'officiel corrompu du port, admit sous serment que Russell l'avait soudoyé avec près de 2 millions de dollars sur 3 ans. Il avait besoin d'accès, dit Pierce, besoin d'altérer des manifestes. Rediriger des inspections, il payait bien, et j'ai regardé ailleurs, même quand des gens mouraient, demanda le procureur. Même alors, les expressions du jury devinrent pierreuses. Jonathan monta à la barre le jour 16, la salle d'audience devint silencieuse tandis qu'il prêtait serment. Gordon, commença le procureur. Dites-nous comment vous avez découvert les activités criminelles de Russell Christian. Jonathan le décrivit méthodiquement, les incohérences financières, les avertissements d'Alex, la surveillance chez lui. Il parla calmement, factuellement, laissant les événements parler d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit du 8 octobre? Mon fils m'a réveillé à 2 heures. Il avait vu des hommes, armés, approcher notre maison. On s'est échappé avec des minutes à épargner. La voix de Jonathan ne vacilla jamais. On a regardé de loin, tandis que ces hommes tiraient des armes dans la chambre de mon fils, dans la chambre où il aurait dû dormir. Comment cela vous a-t-il fait sentir? Terrifié, enragé, déterminé à faire quoi? À protéger ma famille et à m'assurer que Russell Christian ne blesse plus jamais personne. L'avocat de la défense de Russell contre-interrogea agressivement. Gordon, n'est-il pas vrai que vous avez utilisé la violence pendant cette enquête? J'ai défendu moi-même et d'autres quand attaqué. Oui. Vous avez menacé l'avocat de Russell Christian, Saul Rios. J'ai offert à Rios une chance de coopérer et de protéger l'avenir de sa fille. Il a choisi de la prendre. Vous avez orchestré une confrontation avec Ricardo Brady.
J'ai aidé le FBI à appréhender des criminels dangereux. Jonathan croisa les yeux de l'avocat fermement. Tout ce que j'ai fait était pour arrêter des gens qui trafiquaient des armes et assassinaient des témoins. Si vous suggérez que j'aurais dû ne rien faire pendant que ma famille était ciblée, vous êtes libre de faire cet argument. L'avocat recula. Attaquer un père qui avait protégé sa famille de tueurs était une stratégie perdante. Mais le moment le plus dramatique de la défense vint quand Russell lui-même monta à la barre contre l'avis de son avocat. Il insista pour témoigner. « J'ai fait des erreurs », dit Russell, sa voix portant la fausse sincérité que Jonathan reconnaissait de innombrables réunions d'affaires. « Je me suis impliqué avec de mauvaises personnes. Ils m'ont menacé, forcé à coopérer. Quand Jonathan a commencé à enquêter, j'ai paniqué. Je n'ai jamais voulu que quiconque soit blessé. L'attaque sur la famille Gordon demanda le procureur pendant le contre-interrogatoire. Ricardo Brady a agi sans mon autorisation. Je n'ai pas ordonné. On a des appels téléphoniques enregistrés. M. Christian. Votre voix ordonnant nettoyer ça. Tous, y compris les enfants. Ça a été sorti du contexte. Quel contexte rend acceptable d'ordonner la mort d'enfants? Russell n'avait pas de réponse. Son témoignage s'effondra en contradictions et déviations. Au moment où il quitta la barre, même son avocat de la défense avait l'air vaincu. L'argument de clôture de la poursuite fut dévastateur. Russell Christian est un meurtrier, un cerveau criminel qui a construit un empire sur la violence et la corruption. Il a ciblé des enfants pour protéger ses secrets. Il a corrompu des officiels, trafiquant des armes qui ont tué des gens autour du monde. Les preuves sont écrasantes. Le témoignage est irréfutable. Il n'y a qu'un verdict possible. Coupable sur tous les chefs, la défense essaya de sauver quelque chose. Oui, Russell Christian a fait des choix terribles, mais il a été manipulé, pressuré, opérant sous contrainte de vrais criminels violents. Il mérite une punition, mais pas la sentence à vie que la poursuite cherche. Le jury délibéra pendant 4 heures. Quand ils revinrent, le président se leva. Sur le chef, un trafic d'armes, coupable, chef 2, conspiration pour commettre meurtre. Coupable, chef 3. Tentative de meurtre de la famille Gordon, coupable, 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 coupable. 37 chefs, 37 condamnations, le visage de Russell blanchit. Son avocat s'affaissa. Dans la galerie, Christy Christian pleura. Pas de tristesse, mais de libération. Jonathan sentit Leslie serrer sa main. Derek hocha la tête une fois, satisfait. La justice n'était pas jolie, pas dramatique. C'était juste un jury faisant son travail, regardant les preuves, et atteignant la seule conclusion possible. La sentence vint 2 semaines plus tard. La juge, une femme stricte dans la soixantaine, revit les dossiers avec un dégoût évident. M. Christian. Je suis juge fédéral depuis 23 ans. J'ai vu des terroristes, des patrons de crimes organisés, des tueurs en série. Vous ranquez parmi les pires parce que vous aviez tout, succès, richesse, famille, et vous l'avez jeté pour l'avidité. Pire, quand menacé d'exposition, vous avez essayé de tuer des enfants? Russell essaya de parler. La juge le coupa. Je ne veux pas l'entendre. Rien de ce que vous dites n'importe plus. Elle regarda ses notes. Prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle sur les chefs de conspiration pour meurtre. Sentence consécutive supplémentaire totalisant 145 ans sur les chefs restants. Vous mourrez en prison fédérale? M. Christian. Huissier. Emmenez-le. Tandis que Russell était emmené, il regarda Jonathan une dernière fois. Pas de mots. Pas de défi, juste la réalisation creuse qu'il avait tout perdu et rien gagné. Dehors, le palais de justice. Les médias clamèrent pour des déclarations. Jonathan le garda bref. Justice a été rendue, ma famille est en sécurité, c'est tout ce qui compte. Qu'en est-il de Gordon Security Consulting? Ce chapitre est clos. J'ai commencé une nouvelle firme, Guardian Solutions. On aide des gens façingant des situations comme ma famille a vécu, quiconque ayant besoin de protection contre des criminels que le système ne peut pas arrêter assez vite. Contactez-nous, certains vous appellent un justicier. Je suis un père qui a protégé sa famille, je suis un citoyen qui a aidé les forces de l'ordre à arrêter des criminels. Si c'est controversé, alors on a de plus gros problèmes que Russell Christian. Il s'éloigna avec sa famille, ignorant d'autres questions. 6 mois plus tard, Jonathan se tenait dans les nouveaux bureaux de Guardian Solutions, 10e étage, centre-ville de Seattle, vue sur le détroit, pas aussi prestigieux que l'ancien emplacement de Gordon Security Consulting, mais honnête, gagné par du travail qui comptait vraiment. Alexander Banks gérait les opérations, Mandy Spencer avait officiellement pris sa retraite du FBI pour rejoindre comme leur liaison avec les forces de l'ordre.
Ses décennies d'expérience rendant Guardian Solutions exceptionnellement efficace à naviguer les frontières légales, 2 anciens opérateurs militaires et un expert en cybersécurité complétaient l'équipe. Ils avaient pris 15 cas en 6 mois, un lanceur d'alerte faisant face à des tentatives d'assassinat corporatif, une famille terrorisée par le crime organisé, un journaliste enquêtant sur le trafic humain qui avait besoin de protection. Chaque cas, il l'avait approché avec la même intensité que Jonathan avait utilisé contre Russell. « Tu construis quelque chose d'important ?» dit Leslie, visitant le bureau pendant sa pause déjeuner. « Les gens parlent de toi. L'homme qui a démantelé un empire criminel, on l'a démantelé. T'as Derek, Alex, Mandy, pas juste moi, mais tu as mené, c'est ce qui compte ?» Derek avait commencé le lycée, se portant avec une nouvelle confiance. Le trauma de cette nuit d'octobre était toujours là. Il voyait un thérapeute hebdomadairement, mais ça ne l'avait pas brisé. Au lieu, ça lui avait montré sa propre force. Papa m'enseigne des tactiques défensives, dit Derek à ses amis, dit que je devrais savoir comment me protéger. Ton papa est un peu un dur à cuire. Ouais, il l'est. Faith avait récupéré plus facilement. La résilience des enfants étant remarquable. Elle dormait encore avec une veilleuse, vérifiait encore les serrures avant le coucher. Mais elle riait plus qu'elle ne s'inquiétait. Son dessin s'était amélioré aussi, très vif, confiant remplaçant les lignes hésitantes d'avant. Les appels de Russell Christian avaient tous été refusés. Il purgeait sa sentence à vie à ADX Florence, la prison Supermax au Colorado, isolé, contenu, oublié de tous, sauf des gens dont il avait détruit les vies. Ricardo Brady était en protection des témoins, vivant quelque part dans le Midwest sous une nouvelle identité. Francisco Pierce avait reçu une sentence réduite pour coopération, 15 ans dans une installation de sécurité moyenne. Sol Rios pratiquait le droit dans une petite ville du Montana. Sa fille, assistant à l'école de médecine sans dette, grâce au soutien du programme de protection des témoins, Christy Christian s'était remariée. Un professeur de lycée de l'Oregon, qui n'avait jamais entendu parler de son ex-mari jusqu'à leur 3e rendez-vous, elle envoya une carte de Noël à Jonathan cette année-là. « Merci de m'avoir donné une seconde chance à la vie », un soir en mars. Jonathan reçut un appel inhabituel, une voix qu'il n'avait pas entendue depuis des années. « Jonathan Gordon, c'est le colonel Darren Ryan. Renseignement de l'armée, vous ne me connaissez pas, mais je connais votre travail. On suit Guardian Solutions. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de gens avec votre ensemble de compétences particuliers, pas pour des opérations militaires, pour quelque chose d'autre. Il y a des citoyens américains à l'étranger faisant face à des menaces de organisations criminelles, travailleurs d'ONG, journalistes, gens d'affaires. Le département d'État ne peut pas aider assez vite. L'armée ne peut pas opérer dans des contextes civils, mais quelqu'un comme vous voulez que je mène des extractions, opérations de sauvetage, détails de protection, situations à haut risque requérant quelqu'un qui comprend à la fois les cadres légaux et les nécessités opérationnelles. Ryan Pausa, pleinement sanctionné, financé appropriément, protection légale complète. Jonathan y pensa, plus de danger, plus de risques, mais aussi plus de gens aidés, plus de vies sauvées. Envoyez-moi les détails, je considérerai. Il en discuta avec Leslie cette nuit-là. Ça signifie plus de temps absent, plus de risques. Mais c'est du travail important. Tu allais toujours faire du travail important ? Dit Leslie. Ça t'a juste pris un moment pour figurer ce que ça signifiait. Tu es d'accord avec ça ? Je suis d'accord avec toi étant qui tu es vraiment. Un protecteur, un combattant, quelqu'un qui ne s'en va pas quand des gens ont besoin d'aide. Elle l'embrassa. Juste reviens à la maison. Toujours reviens à la maison. Je le ferai. 3 mois plus tard, Guardian Solutions prit son premier cas international. Un travailleur humanitaire piégé dans une zone de conflit, gangs criminels exigeant rançon. Jonathan assembla une équipe, coordonna avec les autorités locales et exécuta une extraction propre. Le travailleur humanitaire rentra chez lui en sécurité. Pas de coups tirés, pas de victimes, juste planification prudente et exécution parfaite. « Tu es bon à ça ?» dit Alex sur le vol de retour. « Je sais, combien de temps penses-tu continuer ?» Jonathan regarda par la fenêtre les nuages passant en dessous. « Tant que des gens ont besoin d'aide, tant que ma famille est en sécurité, tant que ça compte. » Russell disait que tu étais trop idéaliste, que tu ne pouvais pas faire de choix durs. Russell avait tort sur beaucoup de choses. De retour à Seattle, Derek avait commencé à s'entraîner sérieusement. Arts martiaux, tactiques défensives, conscience situationnelle. « Je veux être comme toi, » dit-il à son père. « Sois meilleur que moi, » répondit Jonathan. « Sois quelqu'un qui n'a jamais à faire les choix que j'ai faits. Mais si tu dois les faire, assure-toi qu'ils sont pour les bonnes raisons.
Comment je sais quelles sont les bonnes raisons? Si tu protèges quelqu'un de plus faible, quelqu'un d'innocent, quelqu'un qui ne peut pas se protéger, c'est habituellement juste. Si tu le fais pour l'ego, le profit, la vengeance, c'est habituellement faux. Qu'en est-il de ce que tu as fait à Russell? J'ai arrêté un criminel. Protéger ma famille? C'était juste si j'en avais joui, si je l'avais prolongé pour satisfaction. Ça aurait été faux. Jonathan croisa les yeux de son fils. La différence entre justice et vengeance est si c'est sur arrêter le mal ou causer de la souffrance. Souviens-toi de ça? Faith dessinait dans sa chambre quand Jonathan vérifia sur elle avant le coucher. Tu travailles sur quoi? Mapuche, notre famille est... Regarde, tu es le grand devant, nous protégeant. Le dessin montrait une figure forte debout entre des figures plus petites et des ombres sombres en arrière-plan. Simple, enfantin, mais capturant quelque chose d'essentiel. C'est parfait. Ma chérie, papa, est-ce que les mauvais hommes reviendront un jour? Non, ils sont partis. Tu es en sécurité? Parce que tu les as arrêtés? Parce qu'on les a tous arrêtés? Toi, moi, Derek. Maman, on est une équipe? Bien, j'aime notre équipe. Jonathan Laborda, sentant le poids de la responsabilité et de la gratitude en mesure égale, Russell avait essayé de détruire sa famille et au lieu avait montré à Jonathan ce qui comptait vraiment. Pas le succès en affaires, pas l'argent, pas la réputation, juste ça, sa fille dormant paisiblement, son fils grandissant fort, sa femme construisant une vie ensemble. Tout le reste était juste des détails. Cette nuit-là, Jonathan se tenait sur son porche arrière, regardant les étoiles. Leslie le rejoignit, apportant du café. « Pense à Russell », demanda-t-elle, « à quel point on est passé près de tout perdre, à comment les choses auraient pu être différentes. Mais elles ne l'ont pas été. Tu nous as protégés? Tu as gagné, on a gagné, jamais juste moi. Alors on célèbre ensemble. » Leslie leva sa tasse de café. Aux secondes chances, à la justice, à la famille, Echo Jonathan. Quelque part au Colorado, dans une cellule en béton, Russell Christian fixait des murs et pensait à tous les choix qu'il avait dû mener là, pensait à l'empire qu'il avait construit et perdu, pensait à Jonathan Gordon, qu'il avait battu complètement, mais les pensées de Russell n'importaient plus. Ses menaces étaient vides, son pouvoir était parti, il était juste un autre prisonnier comptant les jours jusqu'à la mort, oublié du monde qu'il avait essayé de dominer. Pendant ce temps, Jonathan Gordon construisait quelque chose de meilleur, quelque chose qui survivrait à n'importe quel empire criminel, n'importe quel complot, n'importe quelle menace. Il construisait une vie valant d'être protégé. Et il avait prouvé qu'il était très bon à la protection. La guerre était finie. Le gardien avait gagné et l'avenir s'étendait devant plein de possibilités et de buts. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai là. In one solid go. But if you haven't already, make sure they know how you feel and talk to them and say that. Like say I'm trying to bond with you, I'm trying to make you proud, I'm trying to do these things. But I don't know your situation. I wish you luck, and that sucks and that's hard. I would talk to a friend or adult in your life who knows your situation better. Because maybe they work a lot. Maybe they're busy. Maybe they're just assholes. Like, I don't know. And so I don't want to say anything potentially, like, ignorant to your situation. You know? Me and this girl have been romantic, ? For 9 months! I think we have a genuine connection, but she lives so far away, and she's 16, I'm 15. 16 and 15 is not that bad. I will be fair. I will be fair. I'd say if that's like a sophomore and that couldn't be a senior. That's only a year. Yeah. I don't think that's an issue. Depends on you guys. I don't think the ages are the issue. There could always be a power dynamic, though. There could always be there could always be whatever. I don't know. But it's like once a year, and I don't know what to do. Talk to her about it. I mean, can you do 2 years?
without being able to see each other as much as you want to. Like, it's hard. It's a really hard balancing act. It's hard. Please just talk to her, and it depends how far away. There's always the very sad, in another life, like that whole thing, or like, I'll see you in 2 years, you know what I mean? But that never works. I don't know. Good luck. I love you. That's just a tricky situation. Like, that just sucks. Right person, wrong time always sucks. But it's like once a year. She'll meet some guy and cheat? Who hurt you, Whisper Crush? I don't think that's true. I don't think that's true. I would say if you love someone, it's really easy not to cheat on them. In fact, it doesn't even cross your mind. One thing I've realized lately, though, is, like, cheating is so common. Like, growing up, I was like, that's, like, 1 in a million, chance. Everyone knows it's wrong. No one wants to. And then, like, I find out that my childhood friend's dad cheated on the mom, and now they're divorcing now that the kids are out of the house. And I'm like, what the fuck? Like, what the fuck? Like, genuinely half. It's so bad. Thank you for the sub. Savika Freaker. What? I got cheated on too. It's, like, so common. It's so weird. But if you're in a loving relationship, it's not gonna... Like, yeah. I wasn't blindsided by the cheating. It was the people who were treating me awful to hurt me on purpose. So, I'm not saying I should have left or it's my fault for not leaving. But, like, I'm just glad... It wasn't like